y a un projet pour étudier la qualité de vie dans les C3S Antique Montréal-Nord qui a eu lieu. Je pense que c'était en 2010 que les rapports étaient rendus publics. Je veux aussi vous dire que moi, malheureusement, tous mes données sont un peu de la région de Montréal. Donc, je n'essaie pas non plus de généraliser ça à tout le monde. Et je pense que peut-être dans des régions, dépendamment d'où on est, il y a des impacts qui sont différents. Il peut y en avoir des choses aussi qui sont semblables. Donc, moi, je veux commencer par deux extraits dans un autre projet de recherche qui s'appelle Les Invisibles de la santé. C'est tous les gens, j'ai décidé d'interviewer les intervenants dans les systèmes de santé et services sociaux qui ne sont pas des médecins ni des infirmières. Parce que quand on parle de la santé, généralement, on pense aux infirmières, on pense aux médecins, mais pour le reste, il devient complètement invisible. Mais si ces personnes ne sont pas au poste, il n'y a rien qui peut se faire. Et Claudette, c'est une de ces préposées aux bénéficiaires, et elle va me raconter, elle va me dire, quand je suis rentrée ici, monsieur, je me rappelle que quand on avait les temps, des madames qui étaient bien et qui étaient plus fières un peu, on allait s'asseoir pour placoter. Une voulait se faire mettre du vernis à ongles, on les faisait. Mais moi, dans ma tête, c'est aussi important ça, et souvent plus qu'une pilule. Et moi, je pose la question, pourquoi? Elle dit, parce que comment je vous dirais ça? Moi, quand je sors de chez la coiffeuse, il semble que ça me pèpe. Bon, ma madame qui est poignée ici, elle est poignée ici parce qu'elle ne peut pas être chez eux. C'est déjà quelque chose parce que je suis sûr que si elle avait la chance, elle serait toute chez eux. Bon, je me dis que les seules affaires qui leur restent, c'est d'être capable de profiter un peu des activités s'il y en a. Et si elle peut avoir du monde pour placoter, ça paraît moins long une journée. Puis, si elle aime ça, faire mettre du vernis à ongles, ben tabarnouche pour elle, elle est fière, c'est le fun. À cette heure, elle me dit, je vous dirais, oubliez ça. Parce qu'avec les années, les cas sont devenus de plus en plus lourds, ils demandent de plus en plus des heures de soins, on a de moins en moins de personnel pour les faire. Ça fait que ta journée est pleine, tes 8 heures sont pleines. Ça fait que jaser 10 minutes avec les patients, assis avec eux autres, depuis plusieurs années, on oublie ça. En France, il y a un grand débat présentement, ils appellent ça les CARE, parce que, bon, ils adorent les mots des anglicismes, mais on peut traduire par le travail de prendre soin. Donc, il y a cette relation entre les soignés et les soignantes qui est très, très importante. C'est une co-construction. C'est-à-dire que ma relation, mon travail dépend beaucoup du patient. Si j'ai un patient qui n'a pas les moyens cognitifs, et ce ne serait pas la même relation avec quelqu'un qui a tous ces moyens cognitifs. Un jeune, une personne plus âgée, une personne qui a un genre, homme, femme, toutes ces variables-là vont être dans le jeu pour construire les services, pour construire ces soins qui vont être donnés. Okay? C'est très différent de l'usine. Hein? L'usine, ça passe. Que j'aime pas la machine, je fais un mouvement, ça ne me dérange pas. Mais qui je suis en face de quelqu'un, d'une personne, ça a tout un autre changement parce qu'il va y avoir aussi des émotions. Il n'y a aucune relation humaine qui n'existe pas des émotions attachées. Donc, dans le travail de prendre soin, il y a tout ce qu'on appelle le travail émotionnel, c'est-à-dire la capacité de gérer nos émotions pour être capable d'accomplir le travail. Que j'ai mal à la gorge, que j'ai un problème, et je suis ici en face de vous, ça doit être transparent pour vous. Ça aussi, il y a une autre dimension dans l'émotion, c'est que maintes fois, on va changer l'émotion d'autrui. La personne ne va pas bien, on va parler, on va faire un changement dans son état émotionnel. Ça aussi, c'est du travail émotionnel. Donc, il y en a beaucoup d'émotions qui sont attachées
dans l'univers des prends soin. Et il y a une émotion en particulier très, très importante, c'est l'amour. Beaucoup de gens vont essayer de banaliser ou l'éliminer, mais c'est très, très important. Et dans les discours de « il faut prendre une distance, on va être comme… tout le monde que j'ai interviewé disait, et ça, c'est cette gestion des émotions est très importante pour le travail qu'on doit être accompli. Il y a aussi beaucoup de communication. On parle beaucoup avec les gens. Et à travers la communication, on va aussi avoir beaucoup d'informations par rapport à ce que la personne vit, son état. Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que c'est ici? Bon, on essaye d'avoir beaucoup d'informations, donc on va parler beaucoup avec les gens. Et comme dit la première préposée, elle dit, parfois, ça c'est beaucoup plus important qu'une pilule. Donc, tout ça nous amène à quelque chose que c'est particulier aussi dans le travail de prendre soin, c'est qu'il y a beaucoup de tâches qui sont invisibles. Donc, quand on placote, on jase avec quelqu'un, on est en train d'avoir de l'information. Mais quelqu'un qui regarde ça peut dire, ils sont en train de flâner, ils sont en train de faire n'importe quoi, mais ils ne sont pas en train de travailler. On peut rigoler avec les patients, on peut rire, on peut… Hein? Mais quelqu'un de l'extérieur qui regarde ça, il va dire non, non, ils ne sont pas en train de travailler. Hein? Et ça, c'est un gros danger, surtout pour les gestions. Parce que les gestionnaires et la gestion, ils adorent les statistiques. Parce que si on peut compter, s'il y a une statistique, cela veut dire que ça existe. Et moi, je veux aussi, en tant que gestionnaire, essayer de démontrer que j'ai fait quelque chose et que donc mon travail est important. Et j'essaie de montrer ça par les statistiques. Ce qui m'amène à vous donner cette petite consigne qui dit qui était sur la table d'Einstein. Okay? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que ça c'est très intéressant parce qu'il dit ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Et ce qui ne peut pas être compté ne compte pas forcément. Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Donc, il faut beaucoup d'attention à ce qu'on mesure et à ce qu'on ne peut pas mesurer. Et dans le travail de prendre soin, il y a beaucoup de choses qui sont incommensurables. On ne peut pas les mesurer. Okay? Mais ils sont essentiels pour les soins. Essentiels pour la santé de la personne qui est soignée, mais aussi pour la cohérence de travail de la personne qui donne. Kanban, c'est cette manière de contrôler visuellement les volumes de production, éviter la production en excès et voir s'il y a des problèmes dans les flux de la chaîne. Et vous voyez, c'est industriel. Hein? Ce sont des méthodes d'organisation du travail pour l'industrie. Donc, les MUDA, on essaie d'éliminer toutes les formes de gaspillage, que ce soit des matières, personnes, les mouvements, des pièces défectueuses, les temps morts, la production au-delà du nécessaire. Okay? Et la transposition dans la santé, par exemple, ça va être de dire à une travailleuse sociale, de dire « Ah, vous êtes appelé pour intervenir parce qu'il y a un enfant qui était victime de violences. Donc, vous allez intervenir sur ces points-là. » Si vous allez arriver dans la maison de la personne et se rendre compte que c'est beaucoup plus grave, que ce n'est pas seulement l'enfant, mais la personne âgée, la femme, la violence domestique, là, vous avez été appelé pour voir seulement l'enfant. Vous allez en donner trop. Okay? Donc, attendez qu'ils appellent pour la femme, pour la personne âgée. Ça se traduit comme ça, malheureusement. C'est mon modèle industriel au moins dans les cas que je connais. Là. Peut-être que ce n'est pas partout. Donc, la méthode Lean, ici au Québec, elle est présentée comme la solution sur tous les problèmes du réseau santé et services sociaux. Et cela nous coûte cher. Dans les budgets du gouvernement, à partir de la taxe santé, un budget Charest, 2011-2012,
avec 4 millions de dollars alloués à l'introduction du Lean Production dans le système. Et ça a été monté en 2012-2013 à 15 millions de dollars. OK? Donc, ça coûte cher et vous comprenez que cet argent-là aurait pu être mis dans une autre manière de le faire, on peut en discuter. Donc, ce discours-là va montrer toujours l'organisation efficiente qui cherche à éliminer toute forme de gaspillage, à obtenir la flexibilité, optimiser les soins à domicile, avoir une main-d'œuvre polyvalente, à ne plus avoir des effectifs superflus. Donc, personne ne peut être contre une image, c'est positif. Si je pose la question, qui veut être inflexible ici? Personne ne va lever la main. Qui est contre le gaspillage? Okay? Personne ne va dire, oh oui, je suis contre. Non, moi, j'aime bien gaspiller les choses. C'est impossible. Donc, c'est un discours très idéologique qui permet de masquer, premièrement, les conséquences, surtout pour la santé des travailleurs et des travailleuses, de cette forme d'organisation du travail, ainsi qu'une dégradation du service offert à la population. On parle souvent d'efficience, mais il faut se questionner si à long terme, on sera efficace. Les principes de l'organisation du travail Lean sont déjà bel et bien présentes dans le secteur de la santé et des services sociaux. Un exemple, c'est la question de la surcharge de travail, qui est une dimension extrêmement préoccupante dans ce secteur. Dans les rapports antiques Moyen-Nord, c'était une des variables les plus importantes. Dans les invisibles de la santé, c'est aussi une variable qui apparaît tout le temps, que les gens parlent de l'intensification du travail. Donc, l'introduction des lignes dans un secteur qui connaît déjà une surcharge de travail, c'est extrêmement préoccupant. C'est préoccupant parce que la recherche qui commence à apparaître, qui a été faite dans les usines qui ont eu l'introduction Lean, ils vont pointer exactement comme résultat surcharge de travail, augmentation des problèmes de santé mentale et des troubles musculo-squelettiques. Donc, si on pense que, et ça c'est un peu en France, en Angleterre, dans les pays nordiques, on va voir que on risque effectivement d'introduire dans un secteur qui est déjà extrêmement tendu d'un point de vue de la surcharge de travail, détresse, problèmes de santé mentale, des méthodes qui vont encore davantage mettre ça dans les... Donc, les conséquences de cette méthode Lean sont néfastes pour les travailleuses, pour les travailleurs, surcharge de travail, sentiment d'incohérence entre ces valeurs personnelles, éthiques, faisant partie de leur formation et ce qu'on leur demande, parfois même impose de faire au travail. Ça, c'est extrêmement important pour la santé mentale. S'il y a une cohérence entre les valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles, ma santé mentale est à risque. Je ne trouve pas du sens dans ce que j'ai fait. Donc, pour conclure, nous voulons rappeler que la morale se réfère avant tout à un compromis envers autrui dans les temps. C'est la condition humaine qui est l'enjeu fondamental de la morale. Le sociologue Zygmunt Bauman, que j'aime beaucoup, dit que la morale, c'est la question humaine fondamentale car nous sommes toujours confrontés avec d'autres personnes. La gestion, il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours confrontés avec l'humain. Les décisions prises vont toujours avoir un impact sur d'autres personnes. Ce n'est pas seulement un code budgétaire, ce n'est pas seulement un code comptable. C'est toujours une personne au bout de ligne qui va être affectée par les décisions qui sont prises par la gestion. Et la gestion n'a pas besoin de déshumaniser en se basant seulement sur des codes comptables, des statistiques, comme si l'humain n'existait même pas. Pour une gestion morale, être une gestion morale et pas éthique, là, parce que ça, c'est notre blablabla, parce que l'éthique et l'humaine passent par l'individu, la gestion ne peut pas être, c'est une technique, ça ne peut pas être éthique. La gestion peut être morale, ou amorale, ou immorale. Et dans plusieurs cas, présentement, elle est carrément immorale. Pour être une gestion morale, elle ne doit jamais déshumaniser. En paraphrasant Bauman, nous pouvons dire que la gestion a du sens dans la mesure où elle peut aider l'humanité dans la vie, où la dignité humaine soit respectée. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de respect à la dignité, ce n'est pas la gestion. Ce sont les choix humains dans la gestion qui font toute la différence entre les vies humaines ou inhumaines. La gestion devrait être consciente de la maxime d'Einstein. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui
peut être compté ne compte pas forcément. Merci. Depuis la mise en place du réseau public au début des années 70, c'est le changement organisationnel le plus imposant qui a plongé le secteur de la santé dans une dynamique de changement incessant. 30 avril 2008, les 3 syndicats à C3S, CSN, FIC et APTS, on a rencontré M. Angelo Suarez pour la première fois, qui nous a guidés dans une démarche d'enquête sur la qualité de vie des travailleurs et des travailleuses au C3S Antique-Montréal-Nord, qui s'intitule « La santé malade de la gestion », qui a été réalisée en mai 2010. Les résultats sont dévastateurs. Sur 10 facteurs évalués sur la vie organisationnelle, aucun facteur n'a obtenu un score positif. Les 4 facteurs les plus touchés ont été et sont encore le moral des gens, la qualité du leadership à travers l'organisation, la bonne communication et la qualité des services. La difficulté à rendre des services tels que l'on doit les rendre est une des raisons premières de la souffrance des intervenantes. Le C3S prend donc l'allure d'une chronique d'une mort annoncée et force est de constater que le portrait organisationnel auquel nous arrivons est sombre. Les demandes de nos établissements actuellement ne sont que la courroie de transmission des agences régionales et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce que Québec a introduit dans la gestion courante, ce sont des éléments du secteur privé, des éléments de mesure, des cibles précises en termes de clientèle, de nombre et de temps d'intervention. Bien que nous ne pouvions nous opposer à une certaine imputabilité des établissements, nous ne pouvons non plus cautionner des pratiques qui mettent un frein à la qualité des interventions au profit d'une cible chiffrée, soit en termes de temps, de nombre de rencontres ou de méthodes à utiliser. Réduire notre travail à celui d'une exécutante qui ferait un travail mécanique sans même se poser la question sur le but de sa démarche est contraire à toute éthique du travail social. Cette préférence des chiffres sur la qualité de l'intervention devient de plus en plus la norme, le credo de nos cadres, qui ne permettent plus qu'on critique même les cibles à atteindre sous prétexte que notre établissement n'est pas assez performant par rapport à la norme ou bien par rapport à l'établissement voisin. La qualité de l'intervention, son but de départ, n'est même plus l'objectif visé par le ministère, mais seulement la réussite des cibles à atteindre dans le respect obsessif des budgets. C'est cela le changement majeur que nous dicte la nouvelle gestion publique, la NGP. Travailler avec des êtres humains, avec des méthodes industrielles inspirées du travail à la chaîne. L'être humain ne sera jamais une mécanique simple qu'on peut régler avec un simple tour de tournevis. Nous avons donc le droit de revendiquer une organisation du travail à échelle humaine qui tient compte tant des besoins de notre clientèle que de nos limites comme intervenantes. Il est fini le temps où des fonctionnaires conçoivent des programmes mur à Québec sans tenir compte des particularités des clientèles régionales ou locales. On exige donc de nous de devenir des gestionnaires de listes d'attente où l'on doit prioriser jour après jour des services à des usagers qui ne pourront pas les recevoir faute de budget ou de volonté politique. Cette NGP est en train de tuer toute créativité chez les intervenantes qui doivent maintenant appliquer bêtement des critères définis, on ne sait par où et par qui, et qui dit que dorénavant, ce sera des rencontres, tant de rencontres avec tant de minutes pour régler tel type de problème. Les cas les plus complexes se retrouvent ainsi réduits à leur plus simple expression, sans possibilité pour l'intervenante d'y consacrer les ressources suffisantes et le temps adéquat pour y apporter une véritable résolution. Nous sommes toujours dans l'urgence, comme des infirmières qui peuvent, à l'occasion, simplement mettre un plaster sur une plaie. On ne parle même plus ici de prévention, mais bien plus de mesures de désengorgement d'urgence pour accommoder les centres hospitaliers ou les centres jeunesse. Nous sommes maintenant des spécialistes de la reprise en main de clients ou de familles en crise, cas difficiles qui ne trouvent plus de réponse médicale ou sociale, abandonnés par le système. Cette lourdeur, nous la portons jour après jour
semaine après semaine, jusqu'à ce qu'une d'entre nous craque et se retrouve en arrêt de travail. Aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, les victimes de ce système. C'est alors que commence le travail des départements des ressources humaines qui cherchent à nous faire revenir le plus rapidement possible au travail, et ce, dans le but d'abaisser leur taux d'assurance salaire. On ne parle plus ici de consolider des travailleuses malades, mais de les faire revenir rapidement au travail avec la complicité de médecins spécialistes embauchés par les employeurs. Rétention de personnel, mon œil, c'est bien plus de détention de personnel qu'on devrait parler. Le ratio de jours perdus pour des causes de maladie reliées à la santé mentale de nos travailleuses augmente d'année en année, alors que la durée moyenne de la période de rétablissement diminue. C'est à n'y rien comprendre. Sommes-nous toujours à l'emploi d'établissements du ministère de la Santé et des Services sociaux? Nos collègues plus jeunes n'échappent pas non plus aux excès du système. Alors que le ministère parle de favoriser la conciliation travail-famille, toutes les intervenantes qui ont des enfants en bas âge peuvent vous parler de certaines difficultés qu'elles rencontrent à avoir des jours fixes de congé ou des absences pour des rendez-vous médicaux. C'est comme si la machine se concentrait uniquement sur les besoins de la clientèle et qu'elle oubliait qu'en arrière, il y a des travailleuses en premier plan qui ont des besoins de congé et des travails allégés pour retourner à la maison. Parlons de reconnaissance maintenant. J'ai écrit aucune, mais je dirais pratiquement aucune manifestation d'encouragement de nos supérieurs immédiats, autre qu'une simple fête annuelle, une fois par année. Par contre, on fait face à des mises en garde verbales si on ne répond pas au rendement demandé, des avertissements, des lettres administratives, des rencontres improvisées à la dernière minute, sur des charges de cas, jusqu'à des méthodes pour gérer leur agenda. Nos intervenantes sont soumises à un véritable cocktail de mesures frôlant le harcèlement administratif, jusqu'aux mesures disciplinaires, comme des jours de suspension qui mènent et qui ont mené dans le passé et tout récemment à des congédiements. On voudrait faire peur aux employés qu'on ne procéderait pas autrement. Cette nouvelle gestion publique, c'est la copie parfaite de ce qui se passe dans le pire de l'entreprise privée. Des mesures de contrôle tatillonnent, des statistiques à n'en plus finir, comme si nous devenions des comptables justifiant chacune des minutes de notre présence au travail. Des programmes mur à mur qui, soi-disant, doivent nous faire sauver du temps, alors qu'ils ne font que mettre en place des semblants de solutions par des interventions incomplètes qui font que nos clients devront revenir s'inscrire pour qu'un jour, on puisse finir le travail. Nous avons donc créé des liens entre nous. Nous avons créé à Montréal le réseau intersyndical des C3S. Les deux grandes réalisations de ce regroupement ont été de produire la même enquête qui a été faite au C3S Antique Montréal-Nord, qui s'est reproduit dans d'autres C3S de la région de Montréal. On a aussi, à partir de ce regroupement, nous avons organisé une journée le 25 mai 2001 à l'UQAM avec M. Suarez aussi. On l'avait intitulé cette rencontre « Tout le monde en souffre ». 6 ans de changement dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est cette journée qui a donné lieu à l'organisation du récif, où a été lu pour la première fois le manifeste. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que le regroupement du récif rejoint des intervenantes sur la perte de sens de notre travail, la perte de la pratique en travail social. Ce système doit être dénoncé. Nous devons être solidaires entre nous, les intervenantes, et cesser de vivre cette situation comme normale et acceptable. Nous devons cesser de nous isoler et de vivre seuls, chacun dans notre bureau, une situation qui est aussi anormale et inacceptable. Il est temps de briser le silence pour nous qui entoure l'organisation du travail que nos patrons ont décidé de mettre en place. Il est temps de revendiquer de nouvelles approches dans l'intervention sociale avec des charges de travail raisonnables et une organisation du travail à échelle humaine, loin des principes et des écoles de gestion. Il est temps que chacun et chacune d'entre nous prenne conscience que nous seuls pouvons changer les choses en nous regroupant et en devenant une force dont le ministère devra un jour tenir compte. Selon nos informations qui restent à confirmer, nous serions à peu près 25 000 intervenantes sociales en activité au Québec. Nous sommes des travailleuses sociales, mais aussi des agentes de relations humaines, des techniciennes en travail social.
D'autres professions aussi font d'interventions similaires à la nôtre. Elles sont les bienvenues au récif, si bien sûr elles partagent notre analyse de la situation. Mais le mot-clé ici est l'action de se regrouper. Un peu comme à l'image que ce que fait le RQIAC, le Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire, des C3S, qui, au cours de ces 23 années d'existence, ont obtenu une certaine reconnaissance du réseau des établissements de la santé et des services sociaux. Donc, le récif veut promouvoir une représentation locale et régionale forte qui nécessiterait d'une mise en application et d'agir. Voilà, merci. Bonjour. Bon, c'est à mon tour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, je vais me présenter d'abord. Je veux indiquer aussi que c'est en titre personnel parce que je suis employé du C3S et UGS ici à Sherbrooke, mais si je prends la parole ce soir, je le fais en mon nom propre. Je suis bien sûr, je ne vis pas en vase clos, puis je suis au courant des conversations de corridor ou des échanges qu'on a à l'extérieur du C3S, si on peut parler ainsi. Et je peux vous dire qu'ici en Estrie, bien, peut-être que je vous vole le punch, là, mais on pouvait peut-être se demander si on était différent ou si disons, l'approche Lean, nous autres, on la connaît peu en ces termes. Je ne sais pas si on l'a déguisé ou c'est plutôt l'optimisation, ça sonne mieux. Mais je sais qu'à l'UQAM, puis à Montréal, c'est plus le Lean Approach dont on parle. Mais c'est présent. Chez nous, en fait, moi, je suis au soutien à domicile du C3S, puis je me rappellerai toujours d'un commentaire d'un de mes collègues qui me disait, à l'annonce de la mise en place des PSP puis des SAP, comme on appelle, parce que périodiquement, il faut rencontrer une conseillère clinique pour réviser justement par rapport à des cibles visées, l'atteinte des objectifs. Elle disait, c'est-tu un poisson d'avril que vous venez de dire là? Donc, on parle de avril 2012 chez nous. Ça fait donc à peu près 9 mois. Puis ça fait 8 ans que je suis ici à Sherbrooke. J'ai travaillé aussi à Montréal puis à Montérégie, fait que je connais 3 régions, disons, géographiques. Fait que j'ai fait mes stages en 97, CLSC Saint-Michel, Hochelaga-Maisonneuve. Fait que j'ai goûté à l'avant-réforme de 2004. J'ai même pris la parole ou la plume pour écrire à ce moment-là. Mais je veux vous dire que c'est pas rose. Je vais arriver tout de suite au fait, là, mes points que je veux amener, là, les impacts, en fait. J'ai divisé ça en 4 catégories. Il y a des impacts, en fait, sur la santé, je dirais, le moral, la santé des professionnels, au plan humain, je vous dirais. C'est celle-là qui m'apparaît la plus importante, parce qu'on est tous des humains avant d'être des professionnels. La seconde catégorie, c'est l'intégrité de la profession. Certains vont nommer, on peut le décliner comme autonomie professionnelle, mais c'est les actes posés en tant que professionnels que nous sommes. Et ensuite, les impacts sur la clientèle, les usagers. J'ai de la difficulté avec la clientèle parce qu'on est beaucoup clientéliste, puis on cherche à, justement, à l'instar du modèle privé, à tout clientéliser puis à mettre dans des filières, alors que c'est des humains avec lesquels on travaille. Ensuite de ça, le quatrième, je vous dirais, c'est celui qui me fait sourire puis qui m'amène à parler aujourd'hui, c'est l'inutilité, la vacuité de la démarche. J'ai des preuves à l'appui. J'en fais l'expérience moi, mais j'entends des commentaires qui en disent. Alors, au début, l'impact sur le moral, ou je dirais au plan humain, là, sur les gens, j'ai essayé de résumer ça un peu. Il y a un sentiment vraiment de stress au travail. Le PSP, donc la matrice Excel qu'on a à compléter quotidiennement, qui tient à l'heure actuelle à peu près 90 unités, qui est appelée à être révisée pour être amaigrie, elle-là, mais qui est un casse-tête à remplir. On peut la remplir en accéléré en 5 minutes, mais on veut vraiment être... La majorité des gens cherchent à être précis puis à être rigoureux là-dedans. Alors, c'est quand même un bon 10 minutes ferme à compléter. Et ça, c'est un surcharge de travail. J'ai des intervenantes qui m'ont dit, par exemple... Mais pendant que je fais ça, c'est un téléphone de moins ou 2, ça c'est sûr. Là. Donc, ça gruge de mon temps. On parle de l'insécurité vécue, notamment plutôt chez les jeunes encore. Puis les mécanismes d'adaptation sont différents aussi. Les cibles, quand c'est quantifiable ou en termes de statistiques, puis on a... tout le monde cherche le 100%. Fait que ça met un stress sur les gens.
À ce niveau-là, j'ai observé deux tendances, là. Il y a des gens qui vont adhérer comment dire, très, très fortement à ça. Et ils vont vivre un stress considérable à l'intérieur parce qu'ils ont le sentiment de ne pas arriver à performer suffisamment, puis ils se sentent sur la touche ou ils ont peur d'être rencontrés. Ensuite de ça, l'insécurité. Puis, on ressent aussi les rencontres sont à peu près maintenant mensuelles avec la coordonnatrice clinique. Puis, ce qu'on me disait, c'est que quoi qu'on fasse, on cherche toujours à aller chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement au mieux. Alors, la petite tape dans le dos, la validation, c'est pas tellement ça la majeure. C'est on va regarder ce que tu as fait, ton agenda, puis ensuite de ça, ben tiens donc, tu en as fait 3 ici, tu arrives à tel chiffre, 72. Comment on pourrait faire pour améliorer ça un peu? L'impact sur l'intégrité de la profession, maintenant, mon deuxième point. Ce qui est assez entendu, répandu, c'est le sentiment de contrôle, comme le professeur Soares l'a nommé, et aussi Marjolaine. On me dit on perd de la liberté, de l'autonomie professionnelle. Aussi, dans la matrice qu'on a complétée sur Excel PowerPoint, il y a des temps standards qui sont donnés, mais entre vous et moi, c'est de la foutaise. Je veux dire par là qu'il y a un temps de réflexion qui n'est pas considéré là-dedans. Alors, on va parler de notes simples ou de notes complexes, c'est arbitraire. 10 minutes pour la simple, 20 minutes pour la complexe. Alors que des fois, on est tellement appris dans le feu de l'action qu'on va faire une synthèse de notes, puis on peut passer facilement une demi-heure, puis on réfléchit là-dedans, puis on essaie de garder notre esprit ouvert. Mais ça rend pas justice au travail fait. Fait que là, on arrive avec des scores qui sont décourageants un peu. Ça dépend quel rapport on a à l'instrument et à la gestion, parce qu'à un moment donné, on apprend à dire, bon, ben, on se dit, c'est ce qu'ils veulent entendre, eux autres? OK, on va doubler en conséquence. Puis, en tout cas, je vous en parlerai un peu plus tard. Les temps de rédaction, c'est ça. Ensuite de ça, ça l'amène une lourdeur, je l'ai nommé. La pression de performance, il faut toujours être optimal. Et là, ça fait une anthropologie philosophique, un peu la conception de l'être humain aussi, comme quelqu'un, l'homo economicus dont on a parlé tantôt, là, comme si à chaque jour on était égal, là, qu'on était la batterie bien pleine à 100%, alors qu'on tous les facteurs, les aléas de la vie, les contingences de la vie, la tempête de neige qui vient, les enfants à les porter à la garderie, on ne peut pas, malheureusement, c'est peut-être une utopie. Là. Fait que quand on parle d'une approche lean comme ça, je regrette, là, mais il y a des journées où est-ce qu'on est plus efficace, plus productif, d'autres moins, et c'est humain. Et ensuite, on m'a dit, c'est carrément infantilisant. Je l'ai mis dans la catégorie profession parce que on cherche, là, je sais que le statut de la profession des travailleurs sociaux, on dit, tu sais, profession libérale, profession sociale. Il y a des chercheurs qui s'interrogent sur l'intégrité puis la force de notre profession. Mais moi, je dis, je l'ai choisi, cette profession-là, puis j'y crois et je l'aime. Et je pense qu'il faut la protéger. Puis quand on parle, par exemple, de l'individualisation qui sous-tend ça, puis qu'on attribue à l'individu seul les performances des fois faibles ou piètres, moi, d'un même œil, je regarde l'organisation du travail et aussi ce qu'on cherche à compter, qui, dans la profession de travailleur social, résolument, en tout cas de façon bien évidente, c'est que c'est vraiment les cibles sont portées sur l'individu, l'intervention directe, mais sur la personne strictement. Le système client, l'environnement, c'est pas considéré. Et encore moins, disons, le volet communautaire, quand on veut justement étendre notre bras pour dire y aurait-il moyen que ça rejaillisse ou que notre action qu'on fait dans l'individuel puisse éventuellement se traduire en groupe ou dans la communauté, ça, c'est pas compté. Fait que c'est sûr que moi, je vois un péril en la demeure si on poursuit dans la même logique, en décourageant finalement toute initiative qui dépasse du cadre prescrit par la matrice. On se sent de moins en moins disponible pour les usagers. Ça, c'est clair. On se sent accaparé par la bureaucratie. On a parlé beaucoup de la gestion. Là. Sincèrement, là, l'administration, c'est beaucoup trop lourd dans les C3S. Beaucoup trop lourd. On passe notre temps, on se demande comment ça se fait qu'on fait moins d'interventions terrain direct. Mais enlever le PSP, dégraisser un peu certaines choses, peut-être avoir plus de temps. Ensuite de ça, l'inutilité, la vacuité de cette démarche d'optimisation. Sincèrement, 15 millions, 2012-2013, c'est vraiment de la foutaise. On fait fausse route. Je vais terminer avec mon témoignage qui va attester de ça. La perte de temps. Pendant que je fais cela, je l'ai dit, le questionnement sur les mesures,
bonifier les mesures en place plutôt que les multiplier. C'est quelque chose qui m'a été dit. On m'a dit, écoute, non, les stats, ça existe, ça fait 10 ans qu'on en remplit, tout ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas moyen d'investir dans quelque chose qu'il y a déjà? Il faut absolument rajouter une autre mesure. C'est la confusion des fins et des moyens, là. On a une fin, on veut être efficace, mais on multiplie les moyens pour contrôler. Ça fait, bon, ensuite de ça, la validité des statistiques. Là, ça m'amène à mon exemple, là. J'ai eu ça, là. C'est une jeune, ça fait à peine 6 mois qu'elle est au C3S. Elle me dit, merci d'aller représenter. Elle dit, moi, j'ai pas de statut encore, je ne suis pas permanente, tout ça. Mais elle dit, je peux te dire que ça enlève beaucoup de plaisir à un travail que j'idéalisais au départ. Et puis, comment dire, ça m'occasionne un grand stress au niveau de la performance puis du regard que je porte sur moi-même. Elle dit, déjà, mon estime, je viens d'être formée. Je me sens fragile un peu. On a beaucoup de défis, beaucoup d'apprentissage. Mais là, je m'aperçois qu'en complétant des fois ma matrice, je m'applique à bien le faire. Puis je vais arriver des fois à des 60-70 %. Puis je regarde autour de moi, puis il y en a qui remplissent plus, puis ils ont des 90 %. Puis je me demande qu'est-ce qu'ils font pour atteindre là. Fait que là, elle dit, ben là, je suis obligé de couper dans certaines choses, puis pour être conforme à ce qu'ils me demandent. Puis à chaque fois que je rencontre aussi la coordonnatrice, on me demande de faire les choses autrement, puis plus. Je ne sais pas combien de temps je vais durer là-dedans. Puis, parce que je connais, comment dire, c'est pas quelqu'un de notre discipline. Ça peut rassurer certaines personnes. C'est des gens qui viennent me voir, puis j'entends ça, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais. Je veux dire, on a une personne ici, c'est octobre 2012, je pense, son entrée au C3S. Puis déjà là, c'est pas quelque chose de joyeux qu'elle vit au niveau intérieur. Puis quand on parle d'individualiser, j'ai comme senti une certaine gêne à me le confier, mais à vous. Oui, bonjour tout le monde. Alors, vous m'entendez bien? Juste rectifier tout à l'heure, quand on a parlé de la FIC, c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, après les fusions que M. Charest a imposées. Alors, nous représentons maintenant les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Alors, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ce que la FIC a fait aussi pour aider les membres dans ce contexte de gestion Lean. En tout cas, les témoignages rejoignent vraiment ce qu'on voit, nous aussi, sur le terrain. C'est une approche de rationalisation qui a vraiment des impacts et qui se fait au détriment de la pratique professionnelle, au détriment aussi de la qualité des soins à la clientèle, des conditions de travail, parce que nous, au niveau des syndicats, on est assez sensibles aux conditions de travail. On a pris des années à négocier des conventions collectives et ce qui arrive, c'est que les gens n'ont plus le temps de prendre leur pause, diminuent leur temps de dîner, allongent les journées de travail et quand on réclame du temps supplémentaire, elles se font dire qu'elles ne savent pas s'organiser. Quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu travailles pour le même employeur, si tout à coup, tu ne sais plus t'organiser, bien, il y a quelqu'un au début, quand tu as commencé à travailler, qui n'a pas fait sa job. Alors nous, on essaie de amener nos gens à ne pas se laisser dire ça, mais ce n'est pas facile tout le temps. Ça se fait aussi au détriment de la qualité du climat de travail. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure. C'est une méthode qui amène la comparaison entre les pairs, la dénonciation entre les pairs. Et quand on se retrouve toute seule devant son supérieur pour justifier, alors ça nous rend très vulnérables. Alors, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'attraction. Au niveau de la FIC, on a eu l'approche Lean qui a commencé je dirais, il y a peut-être 4 ans. Au C3S, entre autres, du granit à l'urgence. C'était pour diminuer le temps supplémentaire et diminuer le temps d'attente. Et je suis allée à l'urgence au début du mois. J'étais allée à Mégantic et le temps d'attente a augmenté, c'est sûr. Et le temps supplémentaire a augmenté et on n'arrive plus à trouver des infirmières pour travailler à l'urgence. Alors, la firme est venue. Elle a fait le travail, elle est repartie, s'est fait payer grassement et ça n'a rien changé. Mais ça l'a bien placé le matériel. Je vais vous dire, pour placer le matériel, c'est très bien. Alors ça... Oui, c'est ça. Alors, et puis, cette firme-là qui avait intervenu là, elle parlait de chaîne de soins, pour vous donner une idée. Alors, on voit le patient sur une chaîne de montage. Alors, nous, en Estrie, pour aider nos gens... quand on a vu que ça s'en venait avec les millions qui annonçaient les firmes, vous savez, le gouvernement libéral, après avoir annoncé cette méthode Lean-là, c'est sûr qu'il a envoyé tous ces firmes, amis du parti, en tout cas, on ne s'étendra pas là-dessus,
payer grassement pour aller aider nos gestionnaires à organiser ça dans les soins. Et puis, nous, on a rencontré nos équipes dans les C3S de l'Estrie 2 heures de temps après le travail pour leur donner de la formation sur Lean. On a fait un petit dépliant aussi. Et ce qu'on a dit, c'est, bon, Lean, c'est pas tout mauvais. Ils parlent de dégraissage. Alors, enlever tout ce qu'ils disent valeur ajoutée, qui n'est pas une valeur ajoutée pour le client. Nous, on a dit, bien, prenez tout ce qui n'est pas une valeur ajoutée pour votre pratique professionnelle et faites-le enlever. On a beaucoup d'infirmières qui faisaient des photocopies, qui envoyaient des fax, vous connaissez ça, hein? Des commandes de médicaments, qui défaisaient les commandes de médicaments. Alors, c'est le temps de tout faire enlever, ce qui n'est pas un plus pour notre pratique. Cependant, on a dit à nos gens, il faut que vous fassiez une bulle et que personne ne touche à votre pratique professionnelle. Alors, on a essayé d'amener les gens à se protéger. On a demandé aussi d'être sur les comités terrain d'approche Lean, et puis on n'a jamais pu. Ils n'ont jamais voulu que ce soit paritaire. Alors, il y a le seul endroit où on est arrivé à avoir un petit mot, bien un mot, c'est au C3S et UGS, il y a un comité de vigie où ils viennent rendre compte de ce qui se passe. Puis ça vaut ce que ça vaut, on peut faire les commentaires, hein? Puis c'est là que les syndicats sont impliqués. Cette approche-là aussi, ce qu'on trouve, elle fait fi de toutes les structures qu'il y a déjà en place pour nos travailleuses et travailleurs de la santé, c'est-à-dire tous les comités professionnels. Vous savez, il y a les comités conseils multi qu'on appelle, qui sont en lien avec la direction générale pour conseiller sur la pratique professionnelle. Nous, à la FIC, c'est les inhalothérapeutes sont là-dedans, mais il y a les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels. Il y a les comités conseils d'infirmières, infirmiers, conseils d'infirmières, infirmiers auxiliaires. Et ces structures-là, ce n'est pas pris en compte du tout, pas plus que les structures syndicales. Alors, c'est vraiment, on a vraiment perdu des lieux de pouvoir. Nous aussi, on a essayé de faire des pressions politiques et aussi auprès des ordres professionnels. La présidente, Régine Laurent, a envoyé une lettre à chacune des ordres qui représentent nos professionnels, c'est-à-dire l'ordre des infirmières auxiliaires et l'ordre des inhalothérapeutes, disant que l'identification de temps standard pour des activités de soins et le fait de rencontrer son cadre supérieur pour être obligé d'argumenter sur les raisons pour lesquelles on a pris plus de temps pour faire un acte, ça contrevient à nos codes de déontologie. Alors, l'Ordre des infirmières a donné sa position. On a reçu ça juste avant Noël, puis là, on va commencer à faire de la sensibilisation auprès de nos membres. C'est une position très intéressante. Ça nous a étonnés parce que c'est assez rare que l'Ordre se positionne de cette façon-là. Dans un premier temps, ils ont réaffirmé le rôle de la directrice des soins infirmiers dans les établissements en disant qu'elle devrait être assise à tous les comités où il y a des décisions stratégiques qui relèvent de l'organisation du travail et de la prestation des soins. Alors nous, ça faisait longtemps qu'on demandait que les DSI, les directrices de soins infirmiers, soient assises au comité Lean et même les directrices, ils ne voyaient même pas l'importance. Et les directions ne les faisaient pas asseoir non plus. Et on se disait, vous n'êtes pas tannés de voir que c'est des ingénieurs qui vont décider de la prestation de soins dans l'établissement de santé. Et ça n'avait pas l'air de les toucher, mais les directrices des soins infirmiers, ce sont des infirmières qui sont membres de l'Ordre des infirmières. Alors, je pense que cette position-là va avoir un impact. En tout cas, nous, ça va nous aider à continuer d'argumenter. Concernant le code de déontologie, je peux prendre le temps de vous lire l'article. Ça dit « L'infirmière ou l'infirmier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit notamment exercer sa profession avec objectivité et faire abstraction de toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client. » Alors, l'OIQ dit bien dans sa position que par un tiers, elle entend un membre de la famille, un collègue, un consultant et un supérieur. Alors, nous, on trouve que c'est un petit bijou, puis qu'on va se presser de diffuser ça à nos membres, et on va vraiment l'utiliser. Et on peut extrapoler avec les autres codes de déontologie. Là, ils sont tous basés sur la même affaire, c'est l'Office des professions. Alors, je pense que moi, je vous invite à regarder qu'est-ce qui peut relever de ça dans vos codes de déontologie.
Alors, l'ordre, elle dit bien que l'intervenant doit avoir la marge de manœuvre nécessaire pour exercer son jugement clinique dans l'intérêt du client et non se faire imposer une norme de pratique. Alors, je pense que c'est une position intéressante. Donc, Proaction, ici, ils ont reçu en soins à domicile 500 000 $ et la direction des ressources humaines nous a dit que c'était pas beaucoup pour tout ce que ça avait fait économiser. Et sous peu, j'étais avec mes collègues de C3S et UGS, ils vont commencer dans le service des soins courants. Lundi après-midi, dans le cadre d'une rencontre intersyndicale statutaire, la direction des ressources humaines de C3S et UGS va nous faire le rapport de ce qu'a donné Proaction et les 500 000 $ à UGS. Et puis nous, on attend ça. Puis après ça, on veut envoyer, on a préparé des lettres pour les CII, les conseils, en tout cas, suite à toute la position de l'ordre qu'on a eue, on a tout un plan d'action. Puis on va essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose en intersyndical. Ça donnerait plus de poids au niveau du conseil d'administration. Nous, en tout cas, on a toute une stratégie, qu'on a un plan d'action prêt. Puis on attend ça, puis on va interpeller nos collègues.